Bonjour Roland Lescure. Bonjour Nicolas Véto. Vous êtes président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, député La République en marche des Français d'Amérique du Nord. Et vous publiez ces jours-ci un livre, Nos totems et nos tabous, dépassons-les. L'INSEE a publié jeudi une enquête montrant un net décrochage de la confiance des ménages. Ils considèrent que leur situation ne va pas s'améliorer, même est plus dégradée qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Vous êtes président de la Commission des affaires économiques, je le disais. C'est un échec du gouvernement ? Non, en fait, on est sur des niveaux qui restent élevés, mais c'est vrai qu'il y a un décrochage. C'est-à-dire qu'on était dans une reprise très forte, liée à la réouverture de l'économie, mais liée aussi à la baisse du chômage, à la reprise des revenus. Et là, on a un choc inflationniste. Et on sait bien qu'en économie, quand l'inflation a un pic, il y a un risque de déraillage. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, chèque énergie, indemnité inflation, pour éviter que la reprise ne déraille. Donc on est sur la bonne voie, il y a un risque de déraillement, et c'est pour ça qu'il faut garder l'économie sur les rails. Garder l'économie sur les rails, mais tout de même, vous dites on est un peu au-dessus de la tendance. Non, l'INSEE dit on est passé en dessous de la tendance de moyen terme. Bon, c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'il y a un problème de confiance. Les Français ne vont probablement pas dépenser ce qu'ils ont accumulé comme épargne. C'est un problème pour la relance. Oui, c'est-à-dire qu'on a besoin pour la relance à la fois de faire plus d'épargne publique, c'est-à-dire que les déficits, le quoi qu'il en coûte, il va falloir que ça se termine petit à petit, et moins d'épargne privée, et que les Françaises et les Français, petit à petit, remettent l'épargne qu'ils ont accumulée au travail. Moi, je pense vraiment, on verra, mais que c'est lié à un choc d'inflation qui, je pense, est temporaire. Les matières premières ont monté. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'économie mondiale repart aussi. Bien sûr. Et donc, essayons de passer l'hiver, comme on dit. Assurons-nous que ce choc inflationniste soit de courte durée. Et ça, c'est l'objet des quelques mesures qui ont été annoncées. Et puis ensuite, assurons-nous surtout que la reprise se fasse dans la durée avec la priorité sur la jeunesse, notamment sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, pour que ce qu'on a appelé un jeune, une solution se poursuive. Passer l'hiver, c'est-à-dire arriver aux élections, l'élection présidentielle et puis les élections législatives, c'est difficile de faire campagne sur des chiffres, et sur des chiffres qui sont soit bons, soit mauvais. On parle de mauvais chiffres là, mais les chiffres de l'emploi sont vraiment très bons. C'est difficile de faire campagne sur des chiffres, alors que on sent bien que les Français ont envie plutôt d'un récit aujourd'hui sur la campagne électorale. Oui, c'est-à-dire qu'on ne gagnera pas une élection présidentielle sur un bilan. En revanche, il vaut mieux en avoir un. Certains avant nous, qui n'en avaient pas un, ou en tout cas pas très convaincants, ont même été empêchés de se présenter. Donc il y a une période, c'est le cas aujourd'hui, où on peut présenter le bilan. En fait, c'est assez audible. Nous, on est sur les marchés, on a des tracts qui présentent le bilan économique et social, le bilan pour les jeunes, etc. Ça marche plutôt bien. Ça ne suffit pas. Mais ça ne vous a pas échappé, on est en campagne sans candidat. Donc on va attendre d'avoir un candidat qui, lui... Candidat déclaré. Oui, c'est quand même une grande différence. Oui, absolument. Notamment pour ce que vous dites. C'est-à-dire que passer dans une logique où on porte une vision, où on porte une incarnation, évidemment, où on est capable de projeter la France de manière électorale, et pas seulement présidentielle. J'espère qu'il sera candidat et donc que l'un deviendra l'autre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on attend... Combien de temps on attend ? On verra. S'il y a bien une chose... Parce qu'il y a un débat. Il y a un débat dans la majorité, il y a un débat à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Il faut qu'il se déclare vite. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas répondre, par exemple, à l'ensemble des provocations d'un Éric Zemmour ou les attaques qui viennent soit de la droite, soit de la gauche. Donc il faut se déclarer vite. Et d'autres disent, mais non, il faut qu'il profite au maximum de son statut protecteur de président. Il sera président de l'Union européenne. Et donc, c'est le plus tard possible qu'il faut se déclarer. Bon, sur les provocations, d'abord. Moi, j'ai vu la montée de Donald Trump, qui en 2016 s'est traduite par son élection, en grande partie d'ailleurs parce qu'on répondait Hillary Clinton de manière extrêmement franche et directe aux provocations. Il ne faut pas répondre. J'ai vu sa défaite en 2020. Il ne faut pas répondre aux provocations, il faut répondre sur le fond. C'est-à-dire mettre en avant, par exemple, le bilan exceptionnel de la politique de sécurité routière depuis 40 ans. Il n'y a pas beaucoup de politiques publiques qui ont été remplies de succès de gauche comme de droite, plutôt que d'évoquer des polémiques à 6 sous sur le permis à points. Donc ça, c'est sur les provocations. Sur le calendrier, s'il y a bien une chose sur laquelle il est maître des horloges, c'est là-dessus. Le président. Le président. Donc on va lui laisser le calendrier. Évidemment, moi qui suis un Européen convaincu, j'espère qu'on va pouvoir utiliser cette présidence française de l'Union européenne pour faire avancer l'Europe. Donc qu'au moins, au début, on puisse porter des sujets importants sur l'immigration, qui est un vrai sujet de préoccupation, mais qui ne doit pas faire l'objet de provocation, sur les taxes carbone aux frontières, sur la jeunesse. Donc il y a plein de travail. Espérons qu'on puisse incarner cette présidence française de l'Union européenne. Nos totems et nos tabous, dépassons-les. Dans le clivage qui s'installe aujourd'hui entre modérés et radicaux, on voit bien les débats qui s'installent en France, dans ce clivage, vous êtes clairement dans le camp des modérés.
Oui, je pense que ce bouquin, c'est peut-être même avant tout un discours de la méthode. C'est-à-dire que plutôt que de s'écharper en laissant le boulevard du coup aux extrêmes sur des mots, je parle notamment de la fameuse controverse sur l'islamo-gauchisme, essayons de créer du consensus sur le fond, sur les vrais enjeux de discrimination, d'intégration, d'immigration par exemple, plutôt que de s'écharper sur les mots. Donc c'est vrai que je suis radicalement modéré et fier de l'être. Une petite synthèse, hein. En même temps, à la Macron. Alors, on va prendre 2 ou 3 exemples. Par exemple, sur l'impôt, quand même, vous allez assez fort, puisque vous dites, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à la fusion entre l'impôt sur le revenu et la CSG, de façon à ce que, au fond, tous les Français payent un impôt. Ça ferait secouer un petit peu le pays, non? Oui, alors la réalité, c'est que tous les Français payent de l'impôt. Ils ne payent pas nécessairement l'impôt sur le revenu, lié au revenu. Mais ils payent la CSG, qui est en grande partie Moins liée d'un au Français revenu. sur 2 paye l'impôt sur le revenu. Sur le revenu, mais les impôts, ça... 70% des Français payent la CSG et tout le monde paye la TVA. Et donc, fusion des deux. Moi, je pense qu'avec le bon quantique qu'a constitué le prélèvement à la source, on a aujourd'hui les moyens de fusionner les deux. Ça crée plein de questions importantes. Par exemple, est-ce qu'on reste dans une logique de familiarisation de l'impôt sur le revenu? L'impôt sur le revenu est familial. Le quotient familial, bien sûr. La CSG est individuelle. Donc il y a un vrai débat de société à avoir autour de ça. Il y a eu récemment un débat sur l'allocation adulte handicapé. Les Républicains disaient il faut l'individualiser, arrêtons de la familiariser, etc. Il y a une vraie question autour de la familiarisation ou pas des prestations sociales et des impôts. Une question sur la progressivité de l'impôt. La CSG n'est globalement pas progressive. L'impôt sur le revenu l'est par définition. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que la moitié des Français pensent que l'impôt est trop progressif, parce qu'ils gardent l'impôt sur le revenu qui est très progressif. L'autre moitié nous reproche de ne pas l'être assez, parce qu'il y a rien de la CSG. La réalité, c'est qu'on quand on combine tout en France, les impôts, les prestations sociales, on a un des pays les plus redistributifs du monde. Et si on avait moins d'usines à gaz, des impôts simplifiés, des prestations simplifiées, je pense qu'on le verrait mieux. Il y aurait un meilleur consentement à l'impôt. Sans doute. Principe de précaution, là, vous voulez le faire sauter? Oui, je pense que ça fait partie des totems, des nouveaux totems de l'écologie. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, et notamment quand on installe des usines, quand on installe des centrales nucléaires, il faut être conscient de l'impact que tout ça va avoir. Le fait qu'on ait constitutionnalisé le principe de précaution... Donc réforme constitutionnelle pour faire sauter le principe de précaution. Est sans doute un frein à l'innovation. Et on se retrouve face à une écologie qui, du coup, est plutôt perçue comme une écologie punitive, alors que l'écologie, pour moi, c'est les voies de l'avenir, c'est les voies de l'innovation. Alors donc, non au principe de précaution, mais oui aux conventions citoyennes. Là, pardon, je ne suis pas très bien, parce que la Convention citoyenne sur le climat a été dans une espèce d'adoration du principe de précaution, et même voulait aller au-delà. Comment est-ce qu'on combine les deux? La fin du principe de précaution et le fait de donner à des gens dont la spécialisation est toujours sujette à caution, le pouvoir de décider. Non, vous l'avez dit, d'abord, ils ne décident pas, ils proposent, et deux, il ne faut pas que ce soit des sujets. Mais quand un président dit je reprends tout sans filtre, il décide. Mais c'est un autre débat. Voilà, le Parlement a quand même fait son travail, il y a eu un certain nombre de filtres législatifs. Mais c'est vrai que le sujet, c'est, vous l'avez dit, ces gens ne sont pas spécialistes. Et donc, les conventions citoyennes, et je m'inspire de ce qui s'est fait en Irlande, notamment sur les sujets de société compliqués pour l'Irlande, comme l'avortement, le mariage pour tous. Sur des sujets de société, finalement, souvent, les citoyens sont prêts à aller plus vite, plus loin que les parlementaires. Et donc, sur des sujets comme l'euthanasie, dont on a vu qu'il reste bloqué au Parlement, alors qu'il est extrêmement majoritaire en France. Sur le cannabis, qui est un sujet de société qui n'est pas simple. Vous êtes pour la légalisation de certaines consommations de cannabis, hein? Il y a un long passage meilleure manière d'organiser la régulation. Je pense que le Far West ne fonctionne pas, mais j'ai un peu d'expérience de ce que j'ai vu au Canada, aux États-Unis. Quand on régule de manière forte, la légalisation est sans doute une bonne manière de régler une partie de ce fléau. C'est un fléau. Alors justement, en fonction de votre connaissance de ce marché de l'Amérique du Nord, ce marché de ce pays, de cette zone Amérique du Nord, parlons un peu de l'immigration. Dans votre livre, vous êtes assez convenu sur l'immigration. Il n'y a pas de révolution, sauf à un moment, vous dites, grâce aux statistiques, nous donnerons, etc., etc., etc. Vous êtes pour les statistiques ethniques? Moi, je pense que les Anglais disent « you get what you measure ». Aujourd'hui, on a un vrai débat de fond sur les discriminations en France. Certains pensent qu'il y a des discriminations, même systémiques. Je pense qu'elles sont plutôt parfois un peu trop systématiques, mais pas de l'ordre systémique, de l'ordre institutionnel. D'autres pensent que finalement, les seules discriminations sur l'ordre social, elles n'existent pas. Tant que vous ne les mesurez pas, vous n'aurez pas une réelle compréhension de ça. On a commencé à le faire avec ce qu'on appelle le testing. Vous savez qu'on a testé des agences de location immobilière, des entreprises. Des CV anonymes, des choses comme ça. Bon. Vous arrivez à Montréal, où j'ai vécu pendant 10 ans, le service de police de la ville de Montréal lui-même mesure
les risques d'être arrêté si vous êtes d'origine ethnique, africaine, asiatique, autochtone, etc. Et montre que de manière objective, oui, il y a des discriminations et que du coup, on doit pouvoir le traiter. Donc concrètement, aujourd'hui, vous dites, en France, on a besoin des statistiques. Moi, je pense qu'on doit réouvrir ce débat, oui. Que vous pensez gagner? Non. Il n'est pas gagné. Mais là encore, c'est un autre totem, voire même un tabou qu'on n'ose pas adresser, pour des raisons historiques qui sont, je pense, déplacées. Évidemment, l'objectif, il n'est en aucun cas de rétablir les discriminations. Il est plutôt de les mesurer pour éviter qu'elles se reproduisent. Roland Lescure, votre livre se termine quasiment sur cette phrase: pour retrouver l'esprit de 2017, parce que nous sommes sortants, nous devons retrouver notre capacité à nous remettre en cause, à bousculer les totems, les tabous qui nous empêchent d'avancer. Vous croyez que la majorité est capable de ça, et que le président l'est en particulier? Je suis convaincu que le président est capable de ça. Le président, il a montré sa capacité, peut-être pas à se réinventer, mais à se renouveler de manière assez profonde. Les débats, le fameux grand débat, la Convention citoyenne, la gestion de la crise sanitaire, où il a beaucoup évolué à la fois dans la manière de s'exprimer aux Françaises et aux Français, dans la manière de faire. Moi, je suis convaincu... Mais tout ça, c'est l'évolution d'un président en exercice. Retrouver l'esprit de 2017 ou de 2016 même, c'est retrouver cet esprit de réforme qui n'est peut-être plus aujourd'hui au cœur du système. Si. Moi, je suis convaincu qu'un deuxième mandat, que j'espère, que j'appelle de mes voeux, ça doit être un premier mandat au carré. On doit transformer encore plus, c'est-à-dire faire ce qu'on n'a pas réussi à faire, notamment les réformes institutionnelles, et peut-être aller encore plus loin sur l'école, sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage. On a eu des succès. Quand ça fonctionne, il faut accélérer et continuer plutôt que de mettre le pied sur le frein. Et j'ai l'impression que le président, c'est plutôt un accélérateur qu'un freineur. Réponse dans moins de 6 mois maintenant. Merci, Roland Lescure. Merci à vous.